35 ans après la disparition de la jeune Nathalie Mazot à Lyon, le mystère reste entier. Les ultimes investigations ordonnées par le juge pour sonder une cave à Saint-Paul où la jeune fille aurait pu être enterrée n'ont rien donné. Cette fois, les recherches devraient être définitivement interrompues. Bonsoir, on a fini par l'appeler la disparue de Saint-Paul, du nom de ce quartier de Lyon où l'on a perdu sa trace à l'hiver 1982. Depuis presque 40 ans, l'affaire Nathalie Mazot hante la mémoire de la ville, celle des policiers et des juges qui n'ont jamais réussi à retrouver la moindre trace de cette adolescente de 14 ans volatilisée l'espace d'un week-end. Celle aussi de sa mère qui n'a cessé de se battre pour que ce dossier ne finisse pas aux oubliettes judiciaires, pour que les recherches ne s'arrêtent pas. Des années au cours desquelles les pistes se sont multipliées, de la simple fugue jusqu'à l'assassinat, avec pour ligne de mire la cave d'un immeuble lyonnais, un sous-sol obscur où la jeune fille aurait pu être martyrisée, cachée et enterrée. Avec ses mystères, ses rebondissements dramatiques, ses témoignages intrigants, l'affaire Nathalie Mazot est encore aujourd'hui l'une des plus célèbres, un cold case français. C'est cette histoire, celle d'une disparition hors du commun et d'une très longue attente que nous allons explorer avec nos invités dans ce quartier de Lyon où avait été tourné justement le film L'Horloger de Saint-Paul. Nous allons ce soir remonter le temps à la recherche d'une adolescente. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Et ce soir donc dans l'heure du crime, l'affaire Nathalie Mazot, la mystérieuse disparition d'une adolescente à Lyon au cours de l'hiver 1982. En quelques heures, sa silhouette va s'évaporer. Ce samedi 6 novembre 1982, dans la matinée, Nathalie Mazot, 14 ans, est de passage chez sa mère, Yolande Guyot, que tout le monde prénomme Arlette, rue Paul Pic à Bron, une commune limitrophe de Lyon. Ce week-end, Nathalie a obtenu une permission de sortie du foyer pour mineurs où elle réside, la cité de l'enfance à Bron également. Nathalie est pensionnaire de cet établissement car sa mère n'a pas les moyens de l'élever seule. Une mère qui n'a pas une vie facile dans un environnement familial, il faut le dire, pour le moins rude. Pas de grandes ressources et 7 enfants de lits différents. Le père de Nathalie, et dont elle porte le nom, Mazot, est souvent présenté comme un homme violent et souvent absent du foyer. Malgré tout, Nathalie demeure une jeune fille souriante et joyeuse. Ce week-end de liberté, elle a prévu d'aller le passer chez sa grande sœur Evelyne, 19 ans. Toutes les deux s'adorent et ne manquent pas une occasion de se retrouver. On les croit inséparables. La maman, Yolande, fait ce samedi 2 cadeaux à sa fille. Une jupe blanche que celle-ci décide de porter immédiatement et une cassette de Serge Lama. Nathalie Mazot, longs cheveux bruns, gilet noir et jupe blanche, dit au revoir à sa mère qui la voit monter dans le bus de la ligne numéro 9, ligne qui conduit à l'époque à la gare Saint-Paul dans le 5e arrondissement de Lyon. C'est le chemin habituel pour se rendre chez sa grande sœur Evelyne. Cette dernière habite rue du Docteur Augros, antique rue pavée qui donne sur les quais de Saône. Evelyne, qui veut être styliste et travailler dans la mode, occupe ici un 2 pièces prêté par un petit copain militaire qui est toujours à droite et à gauche. Pas de téléphone portable en ce début des années 80. Nathalie ne peut être ni contactée ni donner de ses nouvelles. Le week-end se déroule ainsi sans signe de vie de la part de l'adolescente ni de sa sœur, ce qui n'a rien d'inquiétant. Le dimanche soir, un éducateur de la cité de l'enfance constate l'absence de Nathalie Mazot. Elle n'est pas rentrée comme prévu. Sa mère est prévenue de ce retard. Elle n'a aucune explication. La grande sœur Evelyne dit qu'elle ne comprend pas. Elle n'a jamais reçu la visite de sa cadette, ni samedi ni dimanche. Elle ignore totalement où elle se trouve. Bonsoir Yolande Guyot. Bonsoir Jean-Alphonse. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir de l'heure du crime. Vous êtes évidemment la mère de Nathalie et Evelyne et c'est vous qui avez, on peut le dire, mené ce combat pour essayer de faire jaillir la vérité dans cette affaire. On va bien sûr parler de ce combat que vous avez mené et raconter toutes ces années dans cette heure du crime. Je suppose, Madame Guyot, que vous gardez un souvenir très précis de ce samedi, souvenir de ce samedi 6 novembre 1982 ? Je me rappelle comme c'était hier. Nathalie était chez moi. Elle descendait assez souvent chez sa sœur. Elles étaient continuellement ensemble. Même que je rouspétais, je lui disais, Nathalie, ta sœur peut monter. Parce qu'elle avait 14 ans, mais elle était très
très attractive. Vous savez, elle prenait le car, un bus, et le numéro 24 qui descendait à Saint-Paul, et c'était le terminus. Elle pouvait pas aller plus loin. Alors, elle descendait un samedi sur 2, et après, elle descendait tous les samedis. Et un jour, elle m'a dit, maman, je reste couchée chez Evelyne. Bon, j'ai dit, tu restes couchée chez Evelyne, mais tu rentres de bonne heure demain soir. Elle est montée à Bron dans le car, je lui ai envoyé des bisous, le car est parti et on l'a kidnappé. Alors on verra évidemment la suite de cette affaire et peut-être ce kidnapping que vous évoquez, Madame Guyot. Est-ce que vous pouvez nous présenter Nathalie? Quel genre d'adolescente était-elle? Alors Nathalie, c'était une petite super belle que même un grand photographe qui était dans le magasin Auchan, qui l'avait mis en vitrine pour ses photos. Tout le monde disait qu'est-ce qu'elle est belle cette petite. Elle avait encore ses cheveux de naissance. Elle avait des cheveux longs qu'elle relevait pour pas s'asseoir dessus. Elle était très gentille, très douce. Elle m'aimait beaucoup, elle me faisait des petites remarques, maman, je t'adore, maman, je t'aime. J'ai pas assez de bisous de toi, qu'elle me disait. Très câline. Elle cherchait pas à aller avec elle était jeune, elle avait 14 ans. Elle était du mois de novembre, elle a disparu au mois de novembre. C'est ça. Elle venait d'avoir ses 14 ans. Elle venait effectivement d'avoir ses 14 ans. Bonsoir Richard Chitli. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ce soir en ligne avec nous dans l'heure du crime depuis Lyon, au bureau RTL de Lyon, avec à vos côtés Frédéric Perruche, qu'on salue. Vous êtes journaliste, correspondant du Monde à Lyon, et puis votre dernier livre qui vient de sortir s'appelle L'histoire vraie du gang des Lyonnais à la Manufacture du Livre. Histoire d'ailleurs donc qu'on a traité dans l'heure du crime avec vous récemment. Alors on vient d'écouter Madame Guyot, la maman. C'est un mystère total ces dernières heures. Ce trajet, il est tout simple entre Bron et le quartier Saint-Paul, et puis là, on va plus rien apercevoir, il n'y aura aucun témoignage sur cette disparition. Non, alors on va revenir là-dessus, mais il n'y a aucun témoignage parce que personne n'a recherché de témoignage véritablement. À l'époque, bien sûr. Et voilà, donc elle s'est volatilisée. Alors, dans un quartier qu'on appelle le Vieux-Lyon. Et il faut bien se le resituer à l'époque, il y a près de 40 ans maintenant. C'est pas le quartier du Vieux-Lyon aujourd'hui très touristique, classé à l'UNESCO qu'on connaît. À l'époque, c'est un quartier qui est un quartier en réalité malfamé. Voilà, avec des bars de nuit. Ah oui, c'est important ça de le souligner. Eh bien, oui, c'est un contexte. Et donc, c'est cette jeune adolescente, elle va se diriger dans un quartier qui est quand même un quartier un peu dangereux, avec des fréquentations qui sont pas évidentes pour des jeunes gens. Elle va retrouver sa sœur, on va l'expliquer. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce décor, le décor de l'horloger de Saint-Paul, à l'époque, c'est même un quartier qui est mal éclairé. Vous voyez, la petite ruelle que vous avez évoquée, c'est une ruelle sombre. Les traboules, comme on dit chez vous à Lyon. Voilà, c'est ça les traboules de Lyon. Et du coup, elle va se volatiliser dans ce décor qui n'est pas du tout rassurant à l'époque. Tout à fait. Alors ça, c'était effectivement important de planter ce décor. On est en ligne ce soir également avec l'un de nos invités aussi dans l'heure du crime, c'est Alain Boulet. Bonsoir Alain Boulet. Oui, bonsoir. Vous êtes le directeur de l'APEV, c'est l'association d'aide aux parents d'enfants victimes, et qui va avoir un rôle capital dans cette affaire, mais on va y venir un peu plus tard. Je voudrais que vous me disiez quand même un petit mot. Vous avez créé votre association en 1991, là les faits sont de 1982. À l'époque, ces fugues d'adolescents ou d'adolescentes, on les prend pas vraiment au sérieux. C'est-à-dire qu'on les classe encore plus rapidement en fugue dès qu'un enfant disparaît que maintenant. Il y a une prise de conscience depuis plusieurs années, heureusement, mais quand Nathalie a disparu, ça a été classé pendant un très grand nombre d'années comme fugue, et donc on ne cherche pas de témoins, on cherche pas à interroger l'entourage, et aucune enquête réelle n'est menée à l'époque. C'est ça. Et il faut dire qu'à l'époque, les parents ne sont peut-être pas aussi entourés qu'aujourd'hui. Moins de conseils, avec des juges qui sont sans doute moins avertis, des policiers qui traitent un petit peu ce genre de dossier par-dessus la jambe, j'ai envie de dire. Oui, mais il faut bien voir que maintenant, les victimes ou les parents s'engagent beaucoup. Il faut bien voir qu'à l'époque, lorsqu'il y a une affaire judiciaire, quelle qu'elle soit, les victimes ne sont pas du tout concernées, ne sont pas du tout considérées. C'est une affaire entre la police, entre la justice, qui est complètement en dehors des victimes. Donc les victimes peuvent à peine demander. Les droits des victimes étaient quasiment nuls à l'époque. Par rapport à maintenant, on a fait des progrès énormes où on peut demander des expertises, on peut demander des enquêtes. À l'époque, les victimes subissaient complètement ce que la justice avait décidé de faire. Oui, tout à fait. Effectivement, et en tout cas, dans cette affaire, évidemment, c'est la fugue,
théorie de la fugue qui va rapidement s'imposer et l'emporter. D'ailleurs, c'est par facilité aussi, sans doute, que les enquêteurs et les policiers ont décidé qu'il en était ainsi. Yolande Guyot, vous ne croyez pas à cette histoire de fugue? Tout de suite, vous n'y croyez pas? Oui. Ah oui, je l'ai dit à la police. J'ai dit non. Elle a disparu. On l'a kidnappée sûrement parce que elle n'est pas partie, elle n'est pas en fugue. On avait une bonne ambiance. Mais moi, avec mes filles, j'ai toujours eu le cœur très large. Vous savez, elles avaient des guitares. Je les ai gâtées. Elles avaient chacune leur chambre. Elles ont choisi la tapisserie. Nathalie, elle l'avait pris jaune. Non, je les ai gâtées. Peut-être qu'il y a des fois, je dis, si tu les avais pas tant gâtées, peut-être qu'il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. La mère de Nathalie Mazot, on l'entend, ne croit pas à la fugue, mais la fugue va pourtant être privilégiée. Aucune raison pour la police lyonnaise de perdre son temps à la recherche d'une adolescente qui fuit un foyer, sans doute sa famille, et qui réapparaîtra peut-être un jour en temps voulu. Un événement va vite bousculer ses certitudes. Dans la soirée du 5 janvier 1983, un coup de feu est entendu dans un appartement du quartier Saint-Paul, à Lyon. Le 2 pièces qu'occupe Evelyne Mazot, la grande sœur de Nathalie, la disparue. La jeune femme, 19 ans, est retrouvée sans vie, effondrée dans son canapé. Elle s'est tiré une balle de 22 longs rifles dans la tête avec un revolver, un REC modèle Cobra, acheté dans l'après-midi dans une armurerie du quartier des Terreaux. Elle a laissé une lettre à sa mère, quelques mots griffonnés sur une feuille. « Pardon à ceux à qui je fais de la peine, mais c'est comme ça que je serai heureuse. Pardon, maman, je t'aime. » On peut lire encore cette phrase. « Pardon à l'enfant que je porte. Nous retrouverons au paradis. » L'explication paraît claire, Evelyne, enceinte, s'est suicidée car elle ne supportait pas de porter un enfant peut-être non désiré ou dont le père refusait d'entendre parler. Suffisamment désespérée, dans tous les cas, pour mettre fin à ces jours, les policiers ne semblent pas se préoccuper d'un autre détail qui pourtant prête à confusion dans l'appartement. Il y a là la jupe blanche et le gilet noir que portait la petite sœur Nathalie le jour de sa disparition. Il y a aussi sur place la cassette de Serge Lama offerte par sa mère. La sœur suicidée a menti, la disparue de Saint-Paul est bien passée chez elle. Impossible pour le moment de relier le suicide d'Evelyne à l'évaporation de Nathalie. Deux sœurs qui partageaient beaucoup de leurs secrets et avaient d'étroites relations. Nathalie n'ignorait sans doute rien de la vraie vie de sa sœur. Evelyne se rêvait un destin de styliste, mais travaillait en fait comme hôtesse dans un bar à bouchons des quartiers de Saône, le Lido. Chargé de faire boire les messieurs et de les divertir, il lui arrivait aussi de fréquenter un café de mauvaise réputation près de la gare. Des rencontres multiples et quelques amours sans lendemain. Sa mère avait été alertée de cette occupation et n'avait pas vraiment apprécié. Yolande Guyot s'était rendue en personne dans l'un des établissements et avait menacé la patronne de lui envoyer la police si sa fille venait traîner ici. « Je ne voulais pas voir ma fille monter dans les étages », racontera la mère au journal Le Progrès. Yolande Guyot se souvient aussi que Evelyne avait une attitude fuyante et énigmatique après la disparition de Nathalie, comme si elle cachait quelque chose, sa grossesse certainement, mais peut-être aussi la vérité sur le départ soudain et inexplicable de sa sœur. Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, et vous connaissez parfaitement cette affaire. Alors je viens de dire, impossible de lier la disparition de Nathalie au suicide d'Evelyne. Le cœur du mystère, il est tout de suite là, il est presque sous les yeux, j'ai envie de dire, des policiers, mais on ne le voit pas. Et oui, et quand on revisite les affaires des années, des décennies après, on se rend compte à quel point on passe à côté de la vérité. Et on dit souvent que les affaires criminelles, elles se résolvent dans les premières heures, les premiers jours. Et là, on voit bien que les policiers, ils passent à côté d'éléments majeurs. Vous avez parlé de cette jupe blanche, qui est la démonstration que Nathalie est bien arrivée chez sa sœur, qu'elle est passée dans ce quartier de Saint-Paul. Et à partir de là, il fallait s'interroger sur la suite, entendre des témoins. Alors pourquoi Richard Chitli, vous qui connaissez bien les milieux policiers, qui connaissez bien les mécanismes des enquêtes criminelles, pourquoi est-ce qu'on passe à côté ? C'est quoi ? C'est de la paresse ? C'est un manque de flair ? Qu'est-ce qu'on dit à l'époque là-dessus ? Mais
Vous savez, Alain Boulet vous a donné la réponse tout à l'heure. C'est qu'à l'époque, les victimes ne sont pas du tout considérées comme aujourd'hui. Il faut vraiment se projeter à une époque où... Et puis c'est une famille, comme on dit, une famille un peu tuyau de poil, une famille à problème. Ça n'intéresse pas, vous voyez. Et donc, voilà. Et du coup, on prête pas attention à cette situation-là. Et comme on ne prêtait pas attention aux fugues, aux disparitions inquiétantes, et voilà. Donc le contexte aujourd'hui a changé. Et Alain Boulet est un de ceux, et moi je tenais à vous le dire aussi, profiter de cette émission pour vous le dire, son association a énormément contribué à faire changer les choses, et cette affaire en particulier est une des premières affaires sur laquelle la PEV a travaillé. Et c'est pour ça qu'on a en ligne ce soir Alain Boulet avec nous. Effectivement, on ne le soulignera pas jamais assez, son association, et dans cette affaire en particulier, a joué un rôle central, capital, un véritable rôle charnière. Justement, Alain Boulet, on vient d'entendre Richard Chitli, vous êtes d'accord avec cette démonstration, le fait que ce soit une famille un petit peu, disons-nous, défavorisée, presque à la marge, est-ce que ça occulte certaines choses? Finalement, on prend moins les choses au sérieux, notamment, en tout cas, à cette époque. Oui, bien sûr. Bon, d'abord, je voudrais remercier Monsieur Chitli, avec qui on a eu beaucoup de relations quand on s'occupait de cette affaire. Mais c'est vrai que à l'époque, une chose, je pense que ce n'étaient même pas les mêmes enquêteurs qui étaient sur la disparition de Nathalie et sur un suicide. Très certainement. Donc les gens ne communiquaient pas. Il y avait pas de fichier, il y avait rien. Donc ils n'avaient même pas la possibilité de joindre les deux affaires. Et comme d'un autre côté, on n'écoutait pas les victimes, on leur demandait rien, il est évident que ce rapprochement ne pouvait pas se faire, je dirais, naturellement dans une enquête. C'est déjà difficile aujourd'hui, les rapprochements des enquêtes, et ça, vous le savez très bien, Alain Boulet. Donc, je suppose qu'à l'époque, ça devait être encore pire. Effectivement, vous notez un détail très, très important et qu'il faut souligner, c'est qu'il y a une absence totale de fichiers et de croisement des enquêtes. Richard Chitli, je voudrais que vous nous disiez un mot sur une cassette audio où l'on entend les voix des deux sœurs. Elles se sont enregistrées quand elles se sont rencontrées. Qu'est-ce qu'elle dit, cette cassette? Elle dit à la fois la vie quotidienne, la relation assez fusionnelle entre deux sœurs. C'est une cassette qui a été retrouvée d'ailleurs bien plus tard, et que les policiers scientifiques vont restaurer. Et donc on va entendre les voix de ces deux adolescentes disparues, et c'est vraiment bouleversant d'entendre ces voix et de lire les retranscriptions de leurs dernières paroles. C'est quelques heures avant la disparition de Nathalie, cette affaire-là. Et ça dit la relation de deux sœurs, et ça nous informe aussi de plusieurs éléments. Ça nous dit que Evelyne était enceinte. Donc, comme vous l'avez signalé tout à l'heure, elle parle de sa grossesse, et ça nous dit finalement que ça nous laisse pas du tout l'impression d'une jeune femme qui a des problèmes de dépression et qui a pas du tout envie de se suicider, si vous voulez. Donc, c'est un élément assez intéressant à ce niveau-là. C'est une analyse en creux de ce qui se dit qui est très importante, parce que finalement, toutes les deux paraissent parfaitement détendues. Il n'y a pas de tension palpable. Au contraire, je pense qu'elles-mêmes, elles chantent, elles s'amusent entre elles. Exactement, elles chantent, elles reprennent une chanson de Renaud de l'époque. C'est deux sœurs, fusionnelles et qui n'ont pas du tout, qui donnent pas du tout de l'impression du drame qui va se nouer par la suite. Tout à fait. Yolande Guyot, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes la maman de Nathalie Mazot, la disparue, comme on l'appelle, la disparue de Saint-Paul, et puis la maman aussi d'Evelyne. Je voudrais que vous me disiez quelques mots. Qu'a-t-elle voulu vous dire, Evelyne, avec ces quelques paroles? Comment vous analysez ces quelques paroles, ce mot qu'elle vous a laissé après son suicide? Oui. Sur le mot, il y avait « Maman, je t'adore, pardon maman ». Voilà. Elle s'est suicidée parce qu'elle voyait les journaux et elle m'a dit « Maman, tout est de ma faute ». Elle n'aurait pas dû la laisser partir toute seule. Elle avait qu'à l'accompagner au cas. Mais moi, je pouvais pas lui faire de reproches. Donc, elle a bien passé la nuit avec sa sœur. Puis, Evelyne, elle me disait « Maman, je l'ai mis au car. Maman, je l'ai mis au car ». Bon, elle l'a mis au car, mais je suis pas sûr que ça soit vrai. Beaucoup donc d'incertitudes, de mystères, d'invraisemblances, de silence. Pour la mère, la disparition de Nathalie est indiscutablement liée au suicide d'Evelyne. Elle va devoir soulever des montagnes pour être entendue. Pendant des années, Yolande Guyot, la mère de Nathalie, va passer le plus clair de son temps à frapper à toutes les portes.
Elle n'a en tout et pour tout en sa possession qu'un certificat de fugue dressé par le commissariat. Elle ne comprend pas le silence des autorités et de la police qui se refusent à déclencher des investigations, et ce, malgré le suicide troublant de la sœur aînée, Evelyne, et des indices retrouvés chez elle. Rien n'y fait. Yolande Guyot va écrire à des ministres successifs, ceux de l'Intérieur et de la Justice, s'adresser à 3 présidents de la République, consulter des voyants et des radiesthésistes, en vain. Aucune trace de Nathalie, aucun écho. Plus de 20 ans vont ainsi passer sans toutefois que la mère ne perde espoir. En 2008, Yolande Guyot rencontre des membres de l'association Aide aux parents d'enfants victimes, l'APEV, association qui se bat pour réactiver des dossiers, notamment de disparition, des dossiers souvent promis à l'oubli. La mère de Nathalie peut enfin raconter son histoire, se confier. L'APEV la soutient, la conseille et l'encourage à saisir la justice. C'est chose faite le 4 octobre 2008 avec une plainte pour enlèvement et séquestration de mineurs. Une enquête démarre, enfin, sur la disparition de Nathalie Mazot. Sa mère explique qu'il faut chercher dans l'environnement de la sœur suicidée, Evelyne. Celle-ci a peut-être entraîné sa cadette dans des lieux interlopes qu'elle fréquentait, des endroits strictement interdits aux mineurs et propices à de mauvaises rencontres. Chantal, aujourd'hui décédée, une autre sœur de Nathalie, a également fait des recherches. Celle-ci converge vers un établissement de la rue Octavio May, le bar des ambassadeurs. Il apparaît qu'Evelyne et Nathalie ont fréquenté l'endroit, selon les rumeurs, mais aussi un témoignage. Le patron aurait fait des travaux dans la cave à l'époque de la disparition. La brigade criminelle de Lyon, en charge de l'enquête, retrouve vite l'ancien propriétaire, un certain Jean-Claude, qui vit désormais dans un camping-car dans le Rhône. Il reconnaît avoir effectivement creusé le sous-sol, mais affirme-t-il, c'était pour chercher des pièces d'or. Nathalie est-elle ensevelie dans cette cave? En 2009, les policiers vont visiter l'endroit. Ils tombent sur une trappe qui donne sur une étroite volée d'escalier. Escalier qui débouche sur un petit tunnel dont l'extrémité a été murée. L'ancien propriétaire parle d'une cloison pour éviter les inondations. On perce 2 trous dans ce mur, mais on ne découvre rien. Les lampes torches ne balaient qu'un vieux tas de gravats. Pas de corps à première vue dans les profondeurs du bar des ambassadeurs. Alain Boulet, président de l'APEV, je viens de parler de votre association qui a joué le rôle plus que d'un déclic, mais en tout cas qui a fait redémarrer une enquête qui n'avait pas vraiment eu de démarrage, si je puis dire. Pourquoi vous vous intéressez à cette histoire? Quel souvenir vous avez de cette affaire? Ça vous a marqué ce témoignage de cette maman? Ah oui, ça nous a marqué énormément. Je dirais un peu comme toutes les familles qui viennent nous voir, quand elles nous racontent leur vécu, quand elles nous racontent ce qu'a vécu leur enfant, et quand elles nous racontent comment elle est écoutée par la justice ou par la police, bien sûr, ça nous interpelle. Et très vite, nous, on fait ces rapprochements que les enquêteurs n'ont pas fait, parce que Mme Guyot nous a dit, bien sûr, pour la disparition de Nathalie, mais elle nous a parlé du suicide de sa sœur chez qui elle était. Immédiatement, ça a fait tilt. On s'est dit, la sœur, c'est ce qui est arrivé à Nathalie, et elle peut plus vivre, et elle se suicide pour ça. On n'a même pas émis de doute sur cette possibilité-là, qui était qu'une hypothèse, bien sûr. Et donc, à partir de là, on a longuement discuté, on s'est renseigné, et on a écrit partout où on pouvait, principalement aux enquêteurs, aux procureurs, pour dire, cette affaire n'est pas une disparition normale, c'est pas une fugue d'un enfant, et c'est comme ça qu'on a réussi à requalifier en assassinat la disparition de Nathalie. C'est ça, vous avez... une véritable enquête redémarre. Oui, parce que vous êtes des spécialistes aussi du juridique, si je puis dire, hein. Vous avez toute une équipe qui travaille là-dessus. Vous connaissez bien la marge de la justice, c'est important pour les justiciables qui sont souvent un peu perdus, comme d'ailleurs à ce moment-là, quand elle vient vous voir, la maman de Nathalie. Donc effectivement, ça a porté ses fruits. Richard Chitli, correspondant du journal Le Monde à Lyon, est-ce que vous pouvez nous dire à quoi ressemble finalement ce fameux bar, j'ai envie de dire, ce lieu un petit peu louche où sont menées les recherches, qui d'ailleurs il va y avoir une double série de recherches en même temps. C'est ça, c'est une enquête en 2 temps. Alors si vous voulez, ce bar a pas tellement changé par rapport à l'époque dont on parle. C'est un bar qui est situé dans une petite rue pavée montante en direction de la gare de Saint-Paul et qui est construit avec une mezzanine. Donc on a une salle avec un comptoir sur la gauche, une salle classique et une mezzanine supérieure. Voilà.
et surtout ce que va révéler l'enquête. Donc, si vous voulez, quand la plainte est déposée en 2008, les juges vont décider de saisir la police judiciaire, la brigade criminelle, ce qu'on appelle la crime. Et là, les policiers qui, à l'époque, ont de très grosses affaires résolues à leur actif, vont enclencher une enquête criminelle classique, c'est-à-dire faite de multiples auditions, de recherches sur le terrain, et ils vont réussir, plus de 30 ans après, à retrouver les gens qui ont fréquenté ce bar, les relations de Nathalie et de sa sœur Evelyne, et à effectuer une vingtaine d'auditions qui permettent de reconstituer la vie autour de ce bar, et surtout ils vont retrouver le propriétaire de l'époque. Oui, c'est ça. Et là, ils vont tomber sur des indices majeurs, Donc là, on a le sentiment que la crime, pour parler un petit peu vulgairement, met le paquet, c'est-à-dire qu'il décide vraiment d'aller au bout de cette affaire. Et d'ailleurs, je crois qu'ils le disent. Je crois que le patron de la crime, il tient beaucoup à avoir un succès dans cette affaire. Comment ça se passe, ce travail? C'est un travail de terrain, c'est-à-dire qu'on va aller sur place chercher les témoignages, vous l'avez dit, pour reconstituer. Il y a des gens qui ont disparu entre-temps, etc. Ça a dû être très très compliqué. Ah oui, c'est compliqué. C'est vraiment un travail de fourmi. On va tirer un fil, on va entendre quelqu'un qui va parler de quelqu'un d'autre, on va essayer de le localiser. Donc ils vont faire des auditions un peu partout en France d'ailleurs, et ils vont découvrir des choses. C'est très étonnant d'ailleurs dans ces affaires-là. Ils vont découvrir des éléments qui n'ont pas bougé, qui semblaient attendre depuis 30 ans. Vous avez parlé de cette cassette. Le petit ami de l'époque d'Evelyne a gardé comme une relique aussi un mot qu'elle avait laissé pour lui. Vous voyez, et donc tout ça va remonter à la surface en 2009, et c'est surtout la localisation de ce sous-sol, moi, qui me paraît le cœur de l'affaire. Tout à fait. Et c'est là où on n'est pas allé au bout. Oui, mais il va y avoir un autre épisode sur ce sous-sol, et on va en parler. Ce que vous décrivez là, Richard Chicli, finalement, c'est une espèce de capsule temporelle. On a l'impression que l'affaire s'est arrêtée, personne n'y a touché, puis peu à peu, on va découvrir des éléments qui étaient là sur une table, une cassette, des habits, etc., un bar. C'est tout à fait incroyable. C'est une machine à remonter le temps, cette affaire. C'est comme si tout s'était figé, et que les enquêteurs découvrent une scène de crime et des protagonistes, alors qui ont pris de l'âge, qui ont pris des rides, qui ont pris des cheveux blancs, mais qui sont prêts à restituer des souvenirs très précieux. Voilà. Yolande Guyot, je le rappelle, vous êtes la maman de Nathalie. On vient d'entendre Richard Chicli sur ces incroyables recherches de la brigade criminelle de Lyon. En fait, tout le monde va participer à sa façon à ces recherches, y compris Madame Guyot, les copines de Nathalie. Elle avait des très bonnes copines, et ses copines, quand elles ont su qu'elle avait disparu, eh ben elles ont tout de suite, c'était la nuit, elles sont tout de suite allées à Saint-Paul faire les tours dans les rues pour voir si elle n'était pas dans une cave. Elles étaient là-bas toutes les trois. On m'a dit, nous on était sûrs qu'elle était encore à Saint-Paul. Alain Boulet, encore un petit mot. Il n'y avait pas eu des questions de prescription à l'époque quand vous essayez de relancer cette affaire? C'était pas un peu compliqué? Non, il n'y a pas du tout de prescription parce que c'est une disparition. Et en cas de disparition, tant qu'on n'a pas retrouvé le corps, la prescription ne joue pas. Donc l'enquête pouvait être menée jusqu'à son terme sans aucun problème par les enquêteurs. Alors après, si on avait trouvé le corps et si on avait trouvé une personne susceptible d'avoir commis un meurtre, là à ce moment-là peut-être la prescription aurait joué. Mais durant l'enquête, absolument pas. Je crois que la crime avait toute l'attitude pour pouvoir continuer une enquête normale, j'allais dire. Les recherches vont tourner court et l'enquête ne va plus beaucoup progresser. Le dossier va même être refermé par la justice qui considère que les sous-sols du bar de la rue Octavio May ont livré tous leurs secrets. Mais en est-on si sûr ? Le 14 septembre 2014, le juge chargé du dossier de la disparition de Nathalie Mazo clôture l'information judiciaire. Un non-lieu est prononcé, l'enquête s'arrête. Le juge estime que toutes les vérifications possibles ont été entreprises. Il refuse de procéder à des fouilles plus approfondies dans la cave du bar des Ambassadeurs. Yolande Guyot estime pourtant que cette cavité, obturée par un mur de briques, n'a pas été assez explorée. Le juge répond que les policiers ont fouillé à 2 reprises cet endroit et qu'une opération de terrassement serait beaucoup trop onéreuse. En dépit de cette fin de non-recevoir, Yolande Guyot ne se décourage pas. Avec son avocate, maître Ingrid Bottella, elle fait appel de la décision du juge. Le 2 juin 2015, à 10h, toutes deux sont présentes dans l'ancien palais de justice de Lyon. L'audience de la chambre de l'instruction se tient à huis clos.
4 semaines plus tard, le mardi 30 juin, la cour d'appel rend son arrêt. Elle admet que les investigations se sont heurtées aux années écoulées et que des vérifications supplémentaires dans la cave sont nécessaires. Les juges indiquent: il faut le faire par rapport à la détresse d'une mère, il faut laisser une dernière chance. Des fouilles de la dernière chance vont donc avoir lieu à la grande satisfaction de Yolande Guyot, même s'il va falloir patienter encore longtemps pour pouvoir y assister. 2 ans après la décision qui relance l'enquête, le 9 mai 2017, des expertises sont ordonnées par le juge qui s'est vu confier le dossier, Patrick Audugé. Celui-ci a mandaté 2 experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, pour sonder les murs de la cave de cet ancien bar à mauvaise réputation. Le 8 juin, le juge, des techniciens de la police scientifique, des enquêteurs de la PJ et 2 maçons réquisitionnés pour l'occasion sont à pied d'œuvre rue Octavio May. L'équipe utilise un géoradar, appareil qui peut détecter derrière les murs des anomalies et signaler la présence d'un corps. Pendant plus d'1 heure, les 5 mètres carrés de la cave, sur 2 niveaux, sont ratissés par le géoradar. Les 2 maçons cassent également une dalle de béton, mais rien n'apparaît. Aucune forme suspecte. Le juge Audugé est déçu. Il indique alors: on n'a rien trouvé, tout ce qui est raisonnable a été fait, et on est vraiment au bout de la course. Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, le juge le dit, tout a été fait. On aimerait le croire, le juge, à ce moment-là. Mais est-ce que vraiment tout a été fait dans cette histoire? Tout a été creusé, si je puis dire? Moi, j'ai pas l'impression, pour parler très franchement. Alors expliquez-nous. Oui, parce que c'est vrai que les gendarmes ont utilisé une technique qui permet de sonder à travers les murs, mais ce sondage, il est opérant sur quelques centimètres ou disons moins d'1 mètre. Mais ce qu'on sait à travers les témoignages, c'est que cette cave, elle a subi des réparations. On sait aussi qu'un puits a été obturé et que c'est donc beaucoup plus loin qu'il faut aller chercher. Et moi, j'ai récupéré le compte-rendu des gendarmes, de leurs investigations techniques. Donc, ils expliquent comment ils ont mis en œuvre leur radar et ils ont, dans leur conclusion, une petite phrase qui en dit long. Nous tenons à préciser, c'est déjà pas banal dans les conclusions d'un rapport, vous voyez la formule, nous tenons à préciser que le sondage des gravats et des parois de ces gravats est techniquement impossible. Seule la fouille ou l'évacuation de ces gravats permettrait de savoir si quelque chose est dissimulé dessous. Donc on a des experts qui vont nous dire qu'ils sont allés au bout de leur propre technique, mais qui sont pas allés au bout de la recherche de la vérité. Voilà, c'est ça qu'il faut souligner. Alors c'est tout à fait capital ce que vous dites, et y compris le rapport, c'est un véritable aveu que de dire cela, c'est-à-dire qu'on a finalement, on ne sait pas. Le radar, il a ses limites. Il a ses limites. C'est une technologie très avancée, éprouvée d'ailleurs, mais là il n'a pas fonctionné. Le but, ce serait finalement de faire casser tout ce qu'il y a derrière et d'aller fouiller à nouveau. Oui, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, effectivement, le but, ça serait d'aller chercher beaucoup plus loin, d'aller creuser. C'est des travaux qui sont importants. Et très chers, je le signale, parce que pour la justice, c'est important. Et c'est ça que je voulais vous dire. C'est qu'à l'époque, il faut se remémorer que la justice était un peu traumatisée par une affaire qui s'était passée dans la région parisienne. On avait sondé le sous-sol d'un restaurant asiatique. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Je m'en souviens très bien, oui, bon, pour l'avoir couvert, cette affaire. Oui. Bon, vous vous souvenez, on était à la recherche d'un corps, on était persuadé qu'on allait trouver un cadavre et finalement on n'avait rien trouvé. Et le restaurant a été détruit. Le restaurant a été détruit. Et si vous voulez, la justice était traumatisée par cette affaire parce que effectivement on avait entrepris des investigations vaines. Et là c'est un petit peu la hantise dans cette affaire. On ne va pas au bout parce qu'on craint de faire peut-être des travaux inutiles. Voilà. Mais est-ce que la vérité doit avoir un prix? C'est la question que je pose aussi. Je pense que la vérité n'a pas de prix, mais ça c'est un avis tout à fait personnel. Mais je crois que Alain Boulet doit le partager aussi. Alain Boulet, vous êtes en ligne ce soir, président de l'APEV, l'aide aux parents d'enfants victimes, encore une fois, association qui a joué un rôle absolument capital dans cette affaire. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire repartir ce dossier qui est fermé, certes, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen? En écoutant Richard Chitli, c'est absolument hallucinant. C'est-à-dire ce radar qui ne voit rien, ce mur clos, ces tas de gravats, ce puits. D'ailleurs, le puits, l'ancien propriétaire du restaurant le reconnaît. Il y a un puits qui a été fermé. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen quand même de retourner sur les lieux?
Nous, c'est ce qu'on avait demandé au début, alors qu'on a fait ces sondages avec ce radar, c'était de casser la dalle. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à l'époque de la disparition de Nathalie, la cave, c'était de la terre battue. Et la dalle a été coulée après. On peut se demander pourquoi on a coulé cette dalle. Est-ce que c'était parce qu'on a voulu améliorer la cave? Peut-être. Donc nous, ce qu'on demandait, c'était de casser la dalle pour arriver à la terre telle que la cave était au moment de la disparition de Nathalie, et de creuser peut-être à 1 mètre en dessous, peut-être de retrouver le puits, peut-être de retrouver. Ça n'a pas été fait, ça peut encore être fait. Parce que le but principal maintenant, c'est de savoir si oui ou non Nathalie peut être là ou pas. Bien sûr. Et je crois qu'on doit cette vérité à Mme Guyot. Et ça, il faudrait vraiment pousser pour arriver à ce qu'il y ait d'autres recherches en ce lieu qui paraît quand même concentrer un maximum de présomption. Hein. Il faut... Tout à fait. D'autant que quand vous parlez de coûts, je pense pas quand même que de casser la dalle d'une cave d'un bar coûte aussi cher. On ne demande pas la destruction complète du bar. Attention, c'est de rechercher dans la terre. Donc là, on pourrait faire quelque chose. Mais c'est vrai que chaque fois qu'on a pu faire relancer l'enquête, c'est après un nombre incalculable de lettres, de pressions, de demandes de Mme Guyot, de demandes de son avocat, pour qu'enfin la justice décide quelque chose, et ensuite il faut encore entendre des années avant que cette décision de justice ne soit réellement appliquée. Hein, vous l'avez vraiment signalé, et je crois que malheureusement c'est quelque chose à très long terme, et il faut peut-être continuer à le demander, et votre émission devrait pouvoir peut-être nous aider. On l'espère. Pour le moment, en l'absence de résultats, le juge Audugé n'a pas le choix. Il doit refermer le dossier Nathalie Mazot. La mère et les amis de la disparue vont devoir se résoudre à vivre avec un éternel point d'interrogation. Yolande Guyot, la maman de Nathalie, s'est effondrée après la 2e campagne de fouilles dans les caves du bar Les Ambassadeurs au centre de Lyon. Elle était persuadée que sa fille, alors âgée de 14 ans, avait été séquestrée ici, martyrisée, puis éliminée avant d'être ensevelie. Tout semblait concorder, y compris l'existence d'une cavité cachée, mais rien n'a été trouvé par les experts. La mère de la disparue a alors compris qu'elle ne la retrouverait jamais. Je n'ai plus aucune piste, je crois que c'est fini pour moi et que je ne saurai jamais, dit-elle à l'époque en guise de réaction. Même désillusion pour celles et ceux qui avaient fréquenté Nathalie au moment de l'adolescence, des amis qui s'étaient retrouvés et mobilisés, notamment sur les réseaux sociaux ou à la recherche d'indices sur le terrain, avec l'espoir de faire avancer l'enquête. La plupart avaient même témoigné auprès de la police judiciaire afin de communiquer leurs souvenirs, un simple détail pouvant faire basculer l'enquête. La seule personne qui aurait pu éclairer vraiment les investigations était la sœur de la disparue, Evelyne, mais elle a emporté ses secrets dans son suicide. Aucun témoin digne de ce nom ne s'est jamais manifesté pour dire qu'il avait vu ou croisé Nathalie Mazot ce week-end de novembre 1982, où sa silhouette s'est effacée dans les rues de Lyon. Alain Boulet, vous êtes en ligne ce soir dans l'heure du crime, président de l'APEV, l'association d'aide aux parents d'enfants victimes. J'ai un peu de réticence à vous poser cette question, mais c'est un échec cette histoire finalement. Vous le ressentez comme ça? Et ça laisse un petit peu un goût amer? Oh bah bien sûr, et je crois que chaque fois qu'on s'est investi dans une enquête ou investi plutôt dans une affaire en voyant les parents, dès qu'on n'a pas la solution, on est déçu, c'est un échec. Quels que soient les moyens mis en place, tant qu'on n'a pas la solution, tant qu'on n'a pas dit à Mme Guyot, voilà ce qu'est devenu votre fille, ça sera un échec, et on ne pourra jamais se réjouir de tout ce qui a été mis en place. On a raté quelque chose, tout n'a pas été fait, je sais pas, mais on n'a pas réussi, et ça c'est grave. Oui, effectivement, encore une fois, ça laisse un goût amer. À la PEV, vous suivez toujours cette affaire, quoi qu'il en soit, même si le dossier judiciairement est stoppé, arrêté, placé, enfin il y a un non-lieu, etc. C'est fini. Vous suivez cette affaire encore, hein? Ah oui, bien sûr. Nous, disons que ce dossier, comme d'autres dossiers, il a beau être fermé pour la justice, il ne sera jamais pour nous. Et dès le moment où on a peut-être une idée supplémentaire, où on a des témoignages, parce qu'il y a des fois des gens qui nous écrivent pour nous indiquer telle ou telle chose, on essaye de gratter un petit peu, on contacte d'autres personnes et on le signale à la justice, ce qui peut permettre des fois de relancer une enquête
sur d'autres bases. Et ça, de toute façon, on n'oubliera jamais ce dossier qui pour nous, d'ailleurs, c'était presque un des premiers sur lesquels on s'est penché. C'est un des plus anciens. C'est un des plus anciens, oui. C'est un des plus anciens, oui, voilà. Et nous, c'est vrai que Nathalie, elle fait partie de notre association complètement. Oui. Vous pouvez d'ailleurs, Alain Boulet, profitez-en. Vous êtes sur RTL, une immense écoute, et lors du crime, on est très écouté. Il faut en profiter pour lancer peut-être un appel à des témoignages. On ne sait jamais, 30 ans, 40 ans après, parfois la mémoire se réveille et un simple détail peut faire basculer une enquête. C'est certain que si une personne peut savoir quelque chose, si lors de l'émission quelqu'un s'est dit tiens j'étais là à l'époque, tiens je sais peut-être telle chose, il y a des gens qui n'osent pas en se disant 40 ans après c'est ridicule de parler, c'est pas vrai. Je crois que quelqu'un qui a la moindre petite information doit l'apporter, peut l'amener à la PEV, on le communiquera aux policiers, peut le communiquer même à RTL, je suis sûr que vous nous le ferez suivre. Avec plaisir. Voilà, ou peut le communiquer à la justice. Et je crois que tous ces éléments-là seront pris en compte. Parce que je crois que beaucoup de policiers qui ont travaillé sur ce dossier sont comme nous à la PEV. Ils ont envie d'aboutir. Et donc, si on leur amène la moindre information, je suis persuadé qu'ils recommenceront à chercher et on peut faire rouvrir le dossier s'il y a un élément majeur qui se présente. Richard Chitli, journaliste et correspondant à Lyon pour le journal Le Monde, vous connaissez parfaitement ce dossier, vous avez eu accès à plein de documents d'enquête. On l'a dit au cours de cette émission, il n'y a aucun témoin, il n'y a aucun indice qui permette de savoir où est passée la petite Nathalie Mazo. C'est vraiment une évaporation dans le sens premier du terme. Oui, mais je crois qu'il y a encore une chance. Alain Boulet vient de le dire. Plus le temps passe, c'est évidemment plus difficile. Mais il y a encore une chance. C'est quelqu'un qui peut-être veut soulager sa conscience. C'est peut-être quelqu'un qui a une confidence à faire pour apporter un élément nouveau. Et tout se concentre dans ce lieu qu'on a décrit tout à l'heure, dans ce sous-sol. Et là, tout n'a pas été fouillé, tout n'a pas été investigué. Et je pense que le propriétaire de l'époque a encore des choses à dire. Il y a des gens qui il est toujours vivant, le propriétaire de l'époque ? À ma connaissance, il est toujours vivant. Je pense que lui ou son entourage ont des choses à dire sur ce qui a pu se passer. Il a donné plusieurs versions sur ses travaux. Oui, c'est pas très clair. Des pièces d'or, il parlait d'une salle de réception qu'il voulait faire. Donc, si vous voulez, à partir du moment où il y a plusieurs versions, c'est pas clair. Moi, je crois qu'il y a encore des confidences qui attendent et qui pourraient se faire jour. Bien sûr. Richard Chitli, vous êtes, j'ai envie de dire, le régional de l'étape. Vous êtes à Lyon, vous êtes lyonnais et vous connaissez parfaitement cette ville. Est-ce que Lyon garde en mémoire cette affaire particulière de la petite Nathalie Mazo ? Ah oui, ça fait partie de l'histoire judiciaire lyonnaise, cette affaire vous savez, c'est ces cold cases qui ont été réactivées grâce à cette maman qu'on entend encore ce soir. Oui, tout à fait. Et pour elle, voilà, c'est pour elle qu'il faut essayer de faire jaillir la vérité. Et c'est vrai que cette affaire, c'est cette jeune adolescente telle qu'elle a été décrite, elle est vraiment inscrite dans l'histoire judiciaire lyonnaise, dans la mémoire lyonnaise, très profondément. Tout à fait. Yolande Guyot, vous êtes avec nous ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, la maman de Nathalie Mazo. Très simplement, quel sentiment vous avez aujourd'hui dans cette affaire ? J'ai dit que vous disiez que tout était fini, que vous ne reverriez, sans doute, vous n'auriez plus de nouvelles de votre fille disparue. Quel est votre sentiment aujourd'hui ? Que je suis toujours en peine, que je cherche où est le coupable et où pourrait être ma fille. J'avais pris des médiums, j'ai dépensé, je veux dire, dans les 10 000, 15 000, je sais pas, dans ces prix-là, mais je m'en foutais. Je m'en foutais parce que je dépensais pour rien. Je sais qu'elle est morte. Elle est sous terre. Elle est ensevelie. Voilà. Alors, si quelqu'un entend les voix l'émission, je suis toujours en peine d'avoir perdu ma petite fille Nathalie. C'est toute sa vie, quand on perd un enfant, c'est toute sa vie que j'ai tout fait ce que j'ai pu. Alors on comprend évidemment votre douleur, Madame Guyot, douleur que vient d'entendre Alain Boulet, 40 ans après, une même douleur pour la maman de Nathalie Mazo. Alain Boulet, j'ai envie de vous demander, c'est une douleur que vous partagez, hélas, trop souvent au sein de votre association ?
Ah bah bien sûr, on est tellement solidaire de toutes les familles, on entend cette douleur et on a envie de faire quelque chose tous les jours. Je crois qu'il y a quand même, je peux rajouter, une lueur d'espoir, c'est que sur le bureau du garde des Sceaux, il y a un projet en ce moment pour réactiver tous les cold cases et mettre en place des structures juridiques pour s'occuper que des cold cases, que des affaires non élucidées. C'est effectivement un projet qui existe. Absolument. Donc c'est un projet qui, j'espère, va aboutir. C'est un projet sur lequel on a un petit peu travaillé, et je crois que dès le moment où des mesures supplémentaires vont être mises en place, eh bien, le dossier de Nathalie devrait faire l'objet d'une relecture par ces magistrats, et pour pouvoir savoir si d'autres pistes sont valables. Si je peux encore un mot, on parle beaucoup du bar, mais si des témoins se souviennent de Nathalie en dehors de ce bar, parce que peut-être on a des éléments ailleurs, qu'ils n'hésitent pas non plus. Qu'ils se manifestent, bien sûr. Qu'ils se manifestent. Il faut pas dire il n'y a que le bar. Il y a de fortes présomptions que ça soit à cet endroit-là, mais c'est vrai que si quelqu'un a pu la voir en ville, a pu la connaître, a pu avoir des habitudes, ça peut être également des informations utiles. Tout à fait. Merci beaucoup Alain Boulet, merci beaucoup Richard Chitli, je le rappelle, auteur de l'histoire vraie du gang des Lyonnais à la Manufacture des Livres, et puis un grand merci à Yolande Guyot, la maman de Nathalie Mazot, d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec la disparue de Saint-Paul, le mystère Nathalie Mazot. Saura-t-on un jour? Le crime réserve bien des surprises. Merci à Frédéric Perruche, bureau RTL de Lyon pour son aide, Justine Vignot, Marie Bossard pour la préparation de cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir cette heure du crime.